Mesdames, Messieurs, les membres de la commission des réclamations, Maître Danen, Maître Marois et moi-même, Maître Ruiz-Diaz, vous avons gré de nous entendre ce jour dans l'affaire qui oppose notre client, le Westland, à son voisin, le Midland. Conformément aux instructions reçues pour cette audience, nous vous démontrerons, en premier lieu, en quoi notre client a respecté toutes ses obligations dans le cadre de son opération aérienne du 13 février 2017 et, en second lieu, en quoi le Midland n'a pas respecté les siennes lors de la détention de 60 ressortissants westlandiens du 6 septembre 2017 au 9 octobre 2017. Quant à l'opération aérienne de notre client, elle survient dans un conflit armé non international unique, un CANI, initialement interne mais devenu transfrontière, l'opposant au groupe armé organisé du M13, et ce depuis au moins juin 2016. Selon la définition proposée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPY, dans son arrêt Tadić, et confirmée par la Cour pénale internationale, la CPI, un CANI au sens de l'article 3 commun des conventions de Genève requiert une condition d'organisation du groupe armé impliqué et une condition d'intensité des hostilités. En l'espèce, au regard des critères avancés dans un premier temps par le TPY, dans ses jugements Limaï, Haradinaï et Boskowski, et repris dans un second temps par la CPI, il ne fait nul doute que le M13 est bien organisé et que le seuil d'intensité des hostilités est bien rencontré. En outre, les conditions d'applicabilité du protocole additionnel 2 aux conventions, le PA2, sont également rencontrées. En plus du fait qu'il agit manifestement sous la conduite d'un commandement responsable, le M13 contrôle une partie du territoire de notre client, plus exactement la moitié de la région du Lomond, ce qui lui permet d'accomplir des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le protocole. En résumé, l'opération de notre client s'inscrit dans un CANI au sens de l'article 3 commun et du PA2 et est régie par cet article et ce protocole ainsi que par les règles coutumières pertinentes. Le fait que cette opération survienne sur le territoire voisin du Midland et confère une dimension transfrontière au conflit ne modifie en rien ses conclusions. En effet, dès lors que la nature des parties belligérantes n'a pas changé et que notre client n'avait d'animus belligerandi qu'à l'égard des seuls membres du M13, ce qui peut être objectivé par le fait qu'il n'a ciblé que ceux-ci, le conflit armé demeure non international nonobstant sa dimension transfrontière. De plus, cette dernière n'exclut pas une qualification au sens de l'article 3 commun et du PA2. Si l'application extraterritoriale de l'article 3 commun n'est plus contestée compte tenu de son interprétation évolutive, une telle interprétation de l'article 1er du PA2 permet aussi d'en dépasser une interprétation littérale, trop restrictive et non conforme à l'intention de ses rédacteurs. Cette interprétation devrait d'autant plus l'emporter en l'espèce que l'opération aérienne n'est que la continuation des hostilités préexistantes sur le territoire de notre client. Il s'agit là d'un phénomène de spillover conflict. Dans tous les cas, la majorité, voire la totalité des règles du PA2 sont devenues coutumières et devraient donc au moins à ce titre s'appliquer. Précisons enfin que la Commission ne pourra interpréter ces dispositions conventionnelles et coutumières pertinentes au regard des droits de l'homme, puisque ceux-ci ne sont en l'espèce pas applicables. En effet, le Westland n'exerçait ni un contrôle territorial sur le territoire du Midland, ni un contrôle personnel sur les individus malheureusement affectés par l'opération. Je cède désormais la parole à Maître Danen concernant le respect des grands principes régissant la conduite des hostilités. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, partant des conclusions de ma consoeur, l'opération aérienne de notre client apparaît parfaitement légale. En effet, outre le principe de distinction, le Westland a strictement respecté le principe de proportionnalité contenu à la règle 14 de l'étude du CICR sur le droit international coutumier que nous dénommerons règle coutumière. À titre principal, nous prions la Commission d'observer que les dommages collatéraux survenus n'étaient pas des dommages prévisibles. En effet, il ressort de l'arrêt Galitch du TPY que seuls les dommages et pertes prévisibles, par un commandant normalement prudent, faisant un usage raisonnable des informations à sa disposition, sont pris en compte dans l'examen de proportionnalité. Or, les dommages causés au centre de réadaptation et de rééducation d'Applecross,
Les blessures ou la perte de personnes civiles présentes dans le centre, ainsi que les conséquences à long terme causées par la fermeture du centre, n'étaient pas des dommages prévisibles par un commandant prudent. Le Westland ne le nie pas. Son état-major connaissait l'ancienne affectation de l'immeuble, soit le traitement de déchets chimiques. Néanmoins, il savait aussi que cette affectation avait cessé depuis 2 ans et que ce bâtiment était désaffecté et propriété du Midland. Par conséquent, notre client pouvait raisonnablement considérer que le Midland, leader dans le secteur de l'industrie chimique, tel que précisé au point 2 du dossier, avait depuis lors sécurisé le bâtiment en se débarrassant des résidus chimiques, d'autant plus que son seul centre de réadaptation se situait à 52 mètres. En l'absence de ces résidus chimiques et compte tenu des missiles extrêmement précis auxquels le Westland a recouru, un commandant raisonnable n'aurait pu s'attendre à la survenance de quelconque perte civile, mais bien à la destruction partielle de l'usine désaffectée. À titre subsidiaire, nous affirmons que ces dommages ne sont pas excessifs par rapport à l'avantage militaire direct et concret attendu de l'opération. Certes, le Westland déplore fortement les dommages collatéraux survenus. Cependant, l'opération lancée poursuivait un double avantage militaire. D'une part, la sécurisation de ces forces armées qui auraient dû s'en sortir grâce aux missiles légers et précis, et d'autre part, la neutralisation d'une centaine de membres du M13, dont sa figure emblématique et structurante, Alexandros Portopoulis. Éliminer celui-ci signifiait déstabiliser l'ensemble du M13. L'avantage militaire attendu était par conséquent supérieur aux dommages collatéraux supposément prévisibles. Dès à présent, je cède la parole à ma consoeur Maître Marois concernant le principe de précaution. Merci, chère consoeur. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, l'opération aérienne a également été menée dans le strict respect des obligations de précaution, qui sont, nous insistons, des obligations de moyens. Outre les règles coutumières 15, 16, 18 et 19, notre client a également assuré le respect de la règle 17 qui exige de choisir adéquatement ses moyens et ses méthodes de guerre. En l'espèce, l'état-major a fait le choix de recourir à des missiles air-sol munis d'un système de guidage laser avec une précision métrique permettant de limiter le rayon d'action létale à 35 mètres et la marge d'erreur à 3 mètres. Ainsi, une distance de 14 mètres au minimum était préservée à l'égard du centre. De plus, ne disposant que d'une charge utile de 97 kg, ces missiles légers étaient adéquats afin d'éliminer la centaine de membres du M13 tout en préservant les forces armées westlandiennes. Par ailleurs, le Westland n'a pas méconnu la règle 20. À titre principal, notre client n'était tenu à aucune obligation d'avertir la population civile. En effet, d'une part, au regard des informations à disposition du commandant, l'opération n'était pas susceptible d'affecter la population civile et il ne devait donc l'avertir. D'autre part, les circonstances étaient telles qu'un avertissement ne pouvait être légalement exigé de notre client. Toutefois, bien que non tenu de le faire, et malgré les risques que cela comportait, notre client informa le centre d'Applecross. Il défend, à titre subsidiaire, qu'il le fit en temps utile et par le moyen le plus efficace que les circonstances permettaient. Concernant le délai laissé aux civils, un délai supérieur ne pouvait être accordé compte tenu de la situation. Pour rappel, 33 membres des forces armées westlandiennes se trouvaient dans une situation d'extrême vulnérabilité, pris au piège dans la cour intérieure et exposés aux tirs. Sans une intervention rapide, ces forces n'auraient eu aucune chance de s'en sortir. Quant aux moyens utilisés, il n'existait pas d'autre moyen plus efficace que celui du signal sonore afin d'avertir la population civile dans le temps imparti. L'impression et la distribution de flyers, voire l'enregistrement d'un message télévisé, certes plus efficace à l'égard de personnes souffrant de surdité, aurait exigé trop de temps. Quant au contenu de l'avertissement, celui-ci ne devait pas, au regard des circonstances, être spécifique, ni contenir la mention de l'heure exacte ou du lieu précis de l'attaque. Le contraire aurait fait perdre à l'opération son effet de surprise, crucial à sa réussite. Cette interprétation plus souple de l'obligation d'avertissement est partagée par d'autres États, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. Au surplus, compte tenu des tensions grandissantes entre les deux États voisins, et au vu du défaut de plan d'évacuation efficace des personnes handicapées occupant le centre, nous doutons du respect par le Midland de la règle coutumière 22
relative à l'obligation générale de précaution contre les effets de l'attaque, lue à la lumière des articles 5, 9 et 11 de la Convention sur les droits des personnes handicapées, contraignante pour lui sur son territoire. Bien que le Midland n'était parti à aucun conflit, cette obligation s'imposait à lui en temps de paix et revêt une portée préventive. En conclusion, notre client a assuré le strict respect du droit international humanitaire dans l'opération aérienne, ce qui n'est pas le cas du Midland lors de la détention des 60 Westlandiens. À ce sujet, je laisse la parole à Maître Dannen. Merci, cher consoeur. Contrairement à l'opération aérienne, cette détention s'inscrit dans un conflit armé international, un CAI, opposant le Westland au Midland. En effet, selon la théorie classique de Jean Pictet, endossée par la doctrine majoritaire, la capture d'un membre d'une force armée étatique suffit à déclencher l'existence d'un CAI. Cette position est réaffirmée par le CICR dans la mise à jour des commentaires de l'article 2 commun aux Conventions de Genève, qui précise que la simple capture de membres des forces armées étatiques, telles que celle des 55 membres des forces armées du Westland, déclenche l'applicabilité des dites conventions et que ces membres peuvent, dès lors, je cite, prétendre au statut de prisonniers de guerre que les deux États soient engagés dans un véritable combat ou pas. Partant de cette qualification de CAI, il sera démontré à la Commission que la détention opérée par le Midland ne respecte pas, outre les dispositions pertinentes du protocole additionnel 1er PA1 et le droit international coutumier, les dispositions pertinentes de la Convention de Genève 3, CG3, pour les 55 membres des forces armées, et la Convention de Genève 4, CG4, pour les 5 autres ressortissants westlandiens. Ces derniers revêtent en effet le statut de personnes civiles protégées, au sens de l'article 4, premier alinéa de la CG4, étant entendu qu'ils se trouvent au pouvoir du Midland, État partie au conflit, sur le territoire de cet État et sont de nationalité ennemie. Nous invitons par ailleurs la Commission à interpréter ces dispositions conventionnelles et coutumières à la lumière des dispositions pertinentes des droits de l'homme, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En effet, le Midland assume bien des obligations de droits de l'homme sur son territoire par rapport aux 60 Westlandiens détenus. Sur cette base, nous contestons tant la légalité que les conditions de la détention des ressortissants westlandiens au regard du droit international humanitaire. En ce qui concerne la légalité de la détention, je cède la parole à Maître Ruiz Diaz. Concernant en premier lieu la légalité des détentions, si les membres des forces armées westlandiennes peuvent être détenus, la détention des autres ressortissants de notre client s'avère illégale. En vertu de l'article 42 de la CG4, une partie à un conflit peut procéder à l'internement de civils si et seulement si d'impérieuses raisons de sécurité le justifient. Dans son arrêt Delalic et consorts, le TPY a précisé que la personne doit représenter, de par ses connaissances, ses qualifications ou ses activités, une menace véritable pour la sécurité présente et future de l'État en question. Or, étant donné qu'en l'espèce, l'ingénieur et les 4 conducteurs d'engins de chantier étaient mobilisés par notre client dans le seul but de renforcer la clôture, ils ne représentaient aucune menace pour la sécurité du Midland. S'agissant des conditions de détention, je cède la parole à Maître Marois. Merci, chère consoeur. Concernant donc en second lieu les conditions de détention, le Midland s'est rendu coupable de nombreuses violations. Premièrement, s'agissant des conditions générales de détention de l'ensemble des Westlandiens, nous soulevons d'abord un manque d'activité physique lors de la détention. Selon les articles 38 de la CG3 et 94 alinéa 3 de la CG4, les prisonniers de guerre et civils détenus doivent pouvoir pratiquer une activité physique régulière à l'extérieur. Or, en l'espèce, les détenus étaient conduits par petits groupes de 5 à l'extérieur, sous haute surveillance, ce qui fait douter de la réelle possibilité pour ceux-ci de s'adonner à une activité physique. D'autant plus que ces sorties étaient limitées à 30 minutes, une fois par jour. Il s'agit d'une violation claire des dispositions déjà mentionnées, interprétées à la lumière des articles 98 alinéa 3 de la CG3, 125 de la CG4 et de la règle 23 des règles de Mandela, certes non contraignantes, mais reflétant un consensus international. Ces dispositions conventionnelles, considérées par le CICR comme de simples applications aux articles 38 de la CG3 et 94 alinéa 3 de la CG4 au cas des internés faisant l'objet d'une mesure disciplinaire, prévoient un minimum de 2 heures. La règle Mandela 23 prévoit pour sa part un minimum d'1 heure. Nous dénonçons en second lieu des restrictions injustifiées
de l'envoi et de la réception du courrier des détenus. S'agissant de la réception du courrier, en limitant le nombre de lettres reçues par les prisonniers de guerre et civils détenus, le Middelland a violé les articles 71 alinéa 1 de la CG3 et 107 alinéa 1 de la CG4, en ce qu'une telle limitation ne pouvait être décidée que par la puissance dont ils dépendent, donc, in casu, notre client. Concernant l'envoi du courrier, le Middelland a dérogé au minima de 2 lettres et 4 cartes, prévues aux articles 71 alinéa 1 de la CG3 et 107 alinéa 1 de la CG4, de sorte que les détenus n'ont pu correspondre qu'une seule fois avec leurs proches. Or, dans le chef des civils, aucune possibilité de dérogation n'est prévue. Le Middelland a par conséquent violé l'article 107 alinéa 1 de la CG4 sur ce point. Vis-à-vis des prisonniers de guerre, la puissance détentrice peut certes déroger à cette obligation, mais seulement, tel que le souligne le CICR dans son commentaire de 1960 relatif à l'article 71 de la CG3, pour des raisons exceptionnelles, lorsque, vu l'ampleur du conflit, il est difficile de trouver un nombre suffisant de traducteurs et de transporteurs. En l'espèce, de tels aspects logistiques ne devaient poser aucun problème, au vu de la langue nationale commune, du caractère limité du conflit au moment de la détention et du nombre limité de détenus. Quant à la seconde catégorie de violation, je laisse la parole à Maître Danel. Deuxièmement, s'agissant des conditions générales de détention propres aux personnes civiles protégées, nous remarquons d'abord que les 5 civils ouest-landiens n'ont pas été logés séparément des prisonniers de guerre, contrairement au prescrit de l'article 84 de la CG4. Ensuite, le Middelland a violé l'article 97, alinéa 1er de la CG4, en confisquant la prothèse du détenu invalide. Selon les commentaires de 2016 du CICR, cette disposition permet aux internés de conserver d'une manière générale tout ce qui sert à la vie journalière, ce qui est assurément le cas d'une prothèse de jambe. Enfin, nous relevons un non-respect de l'interdiction de la discrimination fondée sur le handicap au sens de l'article 27, alinéa 3 de la CG4, interprété à la lumière des articles 2, 5 et 9 de la Convention sur les personnes handicapées. En confisquant la prothèse de l'ingénieur, le Middelland aurait dû installer des aménagements raisonnables afin de lui garantir l'accès à l'environnement physique, à l'instar d'une chaise roulante ou d'un service en chambre des repas. Troisièmement et dernièrement, le Middelland s'est rendu coupable de violation des conditions de détention spécifiques, d'une part aux femmes et d'autre part aux blessés et aux malades. Concernant le traitement des femmes, je cède la parole à ma consoeur, Maître Marois, pour ensuite céder la parole à Maître Ruiz-Diaz concernant le traitement des blessés et malades. Quant aux femmes, elles n'ont en premier lieu pas bénéficié d'un dortoir à l'aide sanitaire distinct de ceux réservés aux hommes, conformément aux articles 25 alinéa 4 et 29 alinéa 2 de la CG3 pour les prisonniers de guerre et à l'article 85 alinéa 4 de la CG4 pour la personne civile, tel que confirmé dans la règle coutumière 119 et interprété à la lumière de la règlement de la 11. Malgré une tournante de sexe dans l'usage des sanitaires et une bâche afin de séparer le dortoir en deux, les sanitaires n'étaient pas entièrement séparés, comme exigé par la règlement de la 11, et la séparation de dortoir n'était pas effective au sens des commentaires du CICR de 1960 relatif à l'article 25 de la CG3, transposable à la CG4, en ce que les détenus de sexe masculin pouvaient aisément accéder au dortoir des femmes. En second lieu, les fouilles et la surveillance des femmes ont été assurées par des hommes. Or, en ce qui concerne la personne civile, l'article 97 alinéa 4 de la CG4 exige que les femmes soient fouillées par des femmes. Le CICR y voit un simple cas d'application du principe de protection spéciale des femmes prévu à l'article 27 alinéa 2 de la CG4. Ainsi, cette même règle doit logiquement s'appliquer aux prisonnières de guerre en vertu de l'article 14 alinéa 2 de la CG3, interprété à la lumière de la règlement de la 52 qui s'applique à tout détenu et de l'interdiction de discrimination fondée sur le sexe contenu à l'article 2 de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Convention CIDEO. S'agissant de la surveillance des femmes, la règle coutumière 119 déjà citée exige également que la surveillance des femmes soit assurée par d'autres femmes. Par ailleurs, si cette obligation est également prévue aux articles 108 alinéa 2 de la CG3 et 76 alinéa 4 de la CG4, s'agissant des civils et prisonnières de guerre inculpés, ainsi qu'aux articles 97 alinéa 4 de la CG3 et 124 alinéa 3 de la CG4 lorsqu'il est question de peine disciplinaire, elle devrait concerner toute femme détenue. En troisième et dernier lieu,
le Middelland a violé les articles 29 de la CG3 et 85 alinéa 3 de la CG4, interprétés à la lumière du principe de protection spéciale des femmes et de l'article 2 de la Convention CIDO, car les kits d'hygiène reçus par les femmes ne contenaient pas de protection périodique. À côté des femmes, les personnes blessées et malades n'ont pas bénéficié d'un traitement conforme aux droits des conflits armés internationaux. En vertu de l'article 8, alinéa 1er petit a du PA1, les 2 prisonniers de guerre atteints de schizophrénie, ainsi que le civil tombé dans le mutisme et présentant des tendances à l'automutilation, bénéficient du statut de malade et blessé puisqu'ils nécessitent des soins médicaux. Il en va de même pour le civil amputé de sa jambe, car comme précisé par le CICR dans ses commentaires de 1987, ce statut doit englober, entre autres, les personnes souffrant d'infirmité, dans la mesure où leur état peut requérir à tout moment des soins médicaux. En outre, la schizophrénie et l'amputation d'une jambe sont respectivement des incapacités mentales et physiques durables qui répondent à la définition du handicap de la Convention sur les personnes handicapées. En premier lieu, nous estimons que le Middelland n'a pas fourni aux blessés et malades, dans les plus brefs délais, tous les soins médicaux que requiert leur état de santé, conformément à l'article 10, paragraphe 2 du PA1 et à la règle coutumière 110. Précisons qu'à l'égard du civil amputé de sa jambe et des 2 soldats diagnostiqués schizophrènes, ces dispositions devront être interprétées à la lumière de l'article 26 de la Convention sur les personnes handicapées qui leur assure une égalité d'accès aux soins de santé en dépit de leur handicap. Quant au civil tombé dans le mutisme et présentant des tendances à l'automutilation, il n'a bénéficié d'aucun traitement, psychologique ou médical, le Middelland jugeant plus adéquat de le placer en isolement jusqu'à la fin de sa détention. Quant au civil privé de sa prothèse, l'article 91 alinéa 5 de la CG4 rend la fourniture de prothèses aux détenus en tant que soin médical obligatoire si elle est nécessaire pour leur maintien en bonne santé, ce qui ne faisait pas de doute en l'espèce. Quant aux 2 soldats diagnostiqués schizophrènes par le psychologue du Middelland, ils n'ont également pas été soignés correctement, l'isolement ne constituant en aucun cas une réponse médicale adaptée à la schizophrénie. Quoi qu'il en soit, pour ces cas de psychose dûment constatés, le Middelland supportait une obligation de rapatriement direct conformément aux articles 109 et 110 de la CG3 appuyés par son annexe 1. En second lieu, le Middelland a recouru trop largement aux mesures d'isolement en contrariété avec les articles 30 paragraphe 1er de la CG3 et 91 paragraphe 1er de la CG4 dans les chefs du civil et des 2 soldats souffrant de troubles mentaux. Certes, ces articles font expressément référence à des locaux d'isolement réservés aux personnes atteintes de maladies mentales. Toutefois, le CICR, dans ses commentaires de 1960 de l'article 30 CG3, précise que ces locaux ne sont réservés qu'aux cas relativement bénins, ce qui n'est incontestablement pas le cas de la schizophrénie, qui est une maladie grave qui nécessite un suivi médical sérieux. Cette disposition devra en outre être lue à la lumière de la règle Mandela 45, qui prévoit que l'isolement cellulaire doit être interdit pour les détenus souffrant d'une incapacité mentale. Le civil étant protégé par l'article 91, paragraphe 1er de la CG4, identique à l'article 30, paragraphe 1er de la CG3, un raisonnement analogue doit être tenu à son égard. En troisième et dernier lieu, compte tenu des conditions de détention observées, le civil privé de sa prothèse et les détenus souffrant de troubles mentaux ont subi des traitements inhumains prohibés par l'article 10, paragraphe 2 du PA1 et des règles coutumières 87 et 90, additionnées aux articles 27 alinéa 1er et 32 de la CG4 à l'égard des civils et aux articles 13 paragraphe 1er et 14 paragraphe 1er de la CG3 à l'égard des prisonniers de guerre, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment Reynolds contre France. Au vu de la totalité des moyens exposés, nous prions la Commission de décider, d'une part, que l'opération aérienne lancée par notre client dans le cadre du CANI l'opposant au M13 fut menée dans le strict respect des principes de distinction, proportionnalité et précaution, et d'autre part, que le Middelland a violé de nombreuses obligations du droit des conflits armés internationaux en raison de la décision de détenir 5 personnes civiles protégées
et en raison des conditions de détention de tous les ressortissants westlandiens. Mesdames, Messieurs, les membres de la commission des réclamations, nous avons dit et nous vous remercions.